souvent, en tant que femme, il y a quelque chose de nourricier dans l'énergie féminine, fait qu'on a tellement toujours le regard porté vers les autres. On va aider les autres d'abord et avant tout, mais de s'aider soi d'abord et avant tout, de se mettre en priorité. Ça fait qu'après ça, quand notre enfant, par exemple, notre conjoint ou une personne autour de nous, demande d'être un peu la priorité dans notre vie, on sait qu'on a pris soin de nous, qu'on a rempli notre coupe d'abord. On peut verser, on peut en donner un petit peu. Parce qu'on peut pas allumer une chandelle si notre propre flamme est éteinte. Ça, c'est évident. Donc, commencer par entretenir sa flamme, de retrouver ce sentiment de sécurité-là avec son corps, d'apprendre à se connecter puis à peaufiner cette connexion-là, ça change tellement tout. Et quand il y a un sentiment de sécurité dans le corps, que le système nerveux s'apaise, là, on entre vraiment dans une portion super cool de notre vie parce que là, on n'est plus en mode survie, on est en mode création. Et c'est là que littéralement, on crée sa vie de rêve. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés! Re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Donc aujourd'hui, je vous jase de ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais au début de mon cheminement bien-être, mon cheminement vers la vitalité. Pour celles qui sont nouvelles ici, j'ai un épisode qui raconte un peu mon combat contre la maladie. En 2011, j'ai été diagnostiquée avec la maladie d'Hashimoto. En 2015, avec le syndrome de l'intestin irritable. Et en 2019, avec le syndrome des ovaires polykystiques, mais ça faisait déjà des années que je vivais avec des symptômes. Et à un certain moment, les médecins étaient un petit peu impuissants. Ils étaient comme, malgré tous les symptômes que j'avais, ils étaient comme, tes tests sont normaux, tout est beau sur papier, on continue le traitement tel quel. Et je me disais, mais ça se peut pas, j'ai été diagnostiquée il y a 14 ans, donc je me disais, ça se peut pas que ma vie, ça ressemble à je suis pas capable de me lever le matin, j'ai de la difficulté à m'endormir le soir, j'ai toujours de l'anxiété, du stress, je suis tendue, j'ai des inconforts chroniques dans tout mon corps. J'ai des ballonnements, je peux, au pire de ma crise d'intestin irritable, je pouvais manger comme 5 aliments, puis c'est 5 aliments qui me faisaient le moins réagir. C'est même pas des aliments que je tolérais. Donc, je me disais, ça se peut pas que ce soit ça ma vie. Alors, c'est pour ça que je suis devenue un peu obsédée à chercher. En tant que journaliste, j'ai appris à lire des études scientifiques, je me suis mise à me renseigner sur toutes sortes de sujets, à suivre des médecins fonctionnels des États-Unis qui avaient des approches très différentes de ce qu'on a au Québec pour finalement réaliser qu'à travers nos habitudes de vie, on a un pouvoir sur notre santé. Donc, je vais pas éradiquer, malheureusement, le mal est fait dans mon cas, la maladie auto-immune s'est installée, mais je suis dans un combat perpétuel, dans une quête. C'est vraiment ma mission de vie d'aider les femmes à renverser la vapeur. Parce que souvent, les clientes qui viennent me voir, elles ont vu le médecin et le médecin leur dit « tous tes tests sont beaux ». Puis, elles ont une frustration parce qu'elles se disent « mais je vais pas bien ». Et je leur dis toujours, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la pathologie, la maladie n'est pas installée. Ça veut dire que là, ton corps te donne des signaux d'alarme et c'est maintenant que c'est le temps de l'écouter, de renverser la vapeur. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Alors, le tout premier pas que je ferais si j'étais au début de mon cheminement, je régulerais mon système nerveux avec notamment le neurohacking. Ça, c'est drôle parce que c'est la chose que j'ai implantée en tout dernier et c'est ce qui a eu le plus d'effets bénéfiques. C'est qu'au fil de mes études, là, j'ai commencé à comprendre, oh, attends, le système nerveux a vraiment un rôle majeur dans notre santé, a vraiment un rôle majeur avec notre système, il travaille vraiment de pair avec notre système immunitaire. Donc, un système nerveux dérégulé va venir déréguler aussi notre système immunitaire, tout notre corps entier. Donc, avec le recul, c'est la première chose avec laquelle je commencerai parce que quand je suis tombée dans tout ce qui était yoga, dans la méditation, la pleine conscience, puis bon, ensuite l'ostéopathie, qu'on a appris le système nerveux en long et en large, j'ai réalisé que, OK, on manque cruellement de temps passé dans le système parasympathique. On vit dans un monde tellement stressant, on est tellement coincé en mode survie que c'est devenu notre nouveau normal. J'en parlais, j'ai fait une publication la semaine dernière. Normal, c'est pas parce que quelque chose est commun que quelque chose est normal. Nombre de gens que j'entends, j'ai des inconforts digestifs à tous les jours, c'est pas top, j'ai de la difficulté à m'endormir. Mais tu sais, c'est comme ça. Mes amis aussi sont comme ça, mais ça veut pas dire que c'est commun, que c'est normal. Et il y a tellement plein de choses, on n'accepte pas encore assez en tant que société sur la prévention.
On attend souvent un petit peu l'état d'urgence quand là, la maladie commence à s'installer, que le corps crie vraiment fort et là, on se dit: «OK, mais qu'est-ce que je fais?» Et la première étape avant d'en arriver à tout ça, c'est de travailler en prévention. Donc de travailler à venir déjà réguler son système nerveux pour donner un répit au corps et avec le neurohacking, on travaille vraiment à venir créer un sentiment de sécurité dans le corps et ça vient apaiser le système nerveux. Et les effets sont instantanés. Instantanément, tu vas ressentir du calme et après, tranquillement, on reprogramme jusqu'à ce que le corps parvienne à retrouver cette espèce de résilience-là d'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Parce qu'on a besoin du sympathique. S'il arrive un danger ou quoi que ce soit, il faut que tu sois apte à réagir. Mais on a besoin aussi de passer beaucoup de temps en mode parasympathique parce que parasympathique, c'est ton système de réparation. C'est là-dedans que ton corps digère. Donc, si tu es toujours coincé en mode sympathique, tu digères pas bien. Évidemment, si tu digères pas bien, t'assimiles pas suffisamment de nutriments et ça vient dérégler aussi le système immunitaire. Il peut apparaître des intolérances alimentaires. Donc, c'est super important de venir travailler à réguler le système nerveux d'abord et avant tout pour donner un répit finalement au corps et lui permettre de reprendre le dessus, permettre aux fonctions d'autorégulation de votre corps de reprendre le dessus. Donc ça, c'est la première chose que je ferais et ça peut prendre différentes formes, comme je disais, du yoga. Yoga, c'est ma forme préférée. Évidemment, yoga restauratif, yin yoga, tout ce qui est dans la pleine conscience aussi. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et toutes les activations du nerf vague que je vous enseigne, entre autres, au studio, ça aussi, ça aide également. Deuxième chose, je cesserai de faire l'éloge de la productivité et je mettrai en priorité le repos à mon horaire. Quand, en fait, j'ai grandi dans une famille, dans un milieu dysfonctionnel, mais dans un milieu pauvre également, et on m'a enseigné très jeune à travailler fort. Fallait toujours travailler fort, fallait tellement travailler fort, ce qui fait que j'étudiais, puis j'avais 3 emplois en même temps. Et j'ai même eu une mononucléose assez jeune, j'avais 17 ans, je crois, et j'ai pas tout de suite compris, je continue à travailler même avec une mononucléose. Quiconque a eu une mono, vous savez à quel point on est brûlé. Alors j'allais travailler, j'allais dormir, je retournais travailler. C'est un peu fou, alors j'aurais tellement aimé savoir aujourd'hui que déjà c'était un gros signal de mon corps que ça allait pas top. Mais c'était ça, je faisais l'éloge de la productivité. Donc quand je suis arrivée à l'université, à travailler parce que je suis partie très jeune de la maison. Je suis partie à 16 ans de la maison comme j'étais dans un cadre très dysfonctionnel et j'avais des rêves, je voulais étudier, j'étais fonceuse. Donc, je suis allée étudier, je suis partie avec 236 $ en poche, ce qui fait que je devais travailler temps plein, être à l'école temps plein. Donc, quand je suis arrivée sur le marché du travail, je travaillais de nuit à la radio, je travaillais 2 jours sur les tapis rouges. Ça avait, tu sais, avec le recul, je me dis, mais voyons, j'ai vraiment pavé mon chemin vers la maladie. Mais je connaissais pas autre chose. J'étais dans une culture de hustle, tu veux te rendre au sommet. Puis je me suis rendue au sommet, j'avais la page la plus lue du Journal de Montréal. J'avais ma chronique, ma web télé au Journal de Montréal. Et j'étais complètement vidée, j'étais complètement détruite parce que mon système nerveux était toujours en alerte. Je travaillais 60 jours en ligne, puis je me vantais de ça. Et je mettais le hashtag I love my job. Puis je vivais toujours sur cette adrénaline-là. Et quand je me retrouvais par hasard à avoir un samedi soir libre, ben là, t'es tellement toujours dans cette adrénaline que j'étais OK, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de fear of missing out, je suis en train de manquer quelque chose. Ben là, je sortais avec mes amis, on allait clubber, on allait souper, etc. Encore des nuits super tard, des nuits arrosées, de la bouffe pas toujours bonne. Et ben c'est ça, à un certain moment, quand je suis tombée dans une phase plus calme, je fais « Ah, c'est étrange, je rattrape pas ma fatigue. C'est vraiment bizarre. » Puis au début, les médecins pensaient une dépression. J'étais « Ben non, tu sais, j'aime ma vie, j'aime ma job, j'aime ce que je fais. » Donc, puis en creusant, ben la glande thyroïde allait pas top. Et là, on a trouvé des anticorps contre ma glande thyroïde. Et j'ai pas tout de suite accepté le diagnostic. J'étais comme, c'est pas vrai qu'une glande va m'arrêter parce que mon mantra à cette époque-là, je l'ai même déjà écrit dans une lettre de présentation à une éditrice. C'était « Je dormirai quand je serai morte ». Et c'est apparemment Lady Gaga qui avait dit ça et je quotais. Je citais Lady Gaga en disant « Je dormirai quand je serai morte ». Je me disais, ben si j'avais continué comme ça, je serais sans doute pas aujourd'hui ici à vous parler. Donc, j'ai appris à mettre le repos à l'horaire et au début, c'était tellement culpabilisant pour moi parce que je me disais, je devrais être en train de faire quelque chose. Et si, par exemple, vous êtes entrepreneur, ben c'est sûr qu'entrepreneur, la business, ça roule 7 jours sur 7. Donc, oui, la fin de semaine, ta tête,
ta tête est quand même portée vers ça, mais j'ai dû apprendre à me dire « Hey, c'est pas grave si je réponds pas à un client un samedi, je vais lui répondre lundi, puis ça va être correct. » Mais on est tellement toujours branchés, toujours connectés, qu'on a de la difficulté à prendre du recul puis à faire l'éloge du repos. Mais le repos, je vous le rappelle, c'est productif. Dans le repos, le système parasympathique peut rembarquer, travailler à réparer le corps. On a besoin du repos. De la même façon qu'on peut pas toujours être dans des phases d'évolution, ça prend des phases d'involution que tu dis « OK, j'intègre ce que j'ai appris. » Donc, si on n'a jamais de repos, comment est-ce qu'on peut intégrer? Et aussi, le cerveau adore l'ennui. C'est dans l'ennui que le cerveau devient créatif. Donc, vos plus belles idées vont pas naître d'être constamment stressé, d'être juste dans un mode de survie. Ça va naître de « Hey, je m'ennuie. » Et là, naturellement, le cerveau va dire « Qu'est-ce que je pourrais créer en ce moment? » Donc, de se permettre de mettre le repos en priorité à son horaire. Maintenant, mon horaire respire. Je me bloque des trous dans mon horaire. Si mon horaire est booké au quart de tour, on dirait que je me mets à hyperventiler. Maintenant, c'est tout de suite un mécanisme de protection de mon corps, de « Hey, on en a trop, on en a trop. » Et dès que je me sens comme ça, je me dis « Oh, attends, on réajuste le tir, on va déplacer des trucs. » Des fois, c'est pas toujours possible, mais dans ces moments-là, je viens soutenir le plus possible mon corps. Alors, super important, repos en priorité à l'horaire. Troisième chose que je ferais, je m'entraînerais consciemment dans le respect de mon corps, dans le respect de mon cycle, dans le respect de mon énergie du moment. Ça, c'est quelque chose, la nature cyclique de la femme, on commence tout juste à l'explorer et c'est tellement... moi, ça a complètement changé ma vie, mon entraînement, d'apprendre à m'entraîner selon, oui, mon cycle menstruel, mais aussi selon mon énergie du moment. Parce que, surtout avec la maladie de Hashimoto, si vous vivez avec Hashimoto, vous savez que des fois, il peut y avoir un stress, par exemple, il peut y avoir quelque chose, un aliment, par exemple, s'il y a une contamination de gluten dans mon cas, ça, c'est suffisant pour faire causer un petit flare-up de la maladie. Alors, ça vient avec beaucoup de fatigue. Donc, c'est super important d'apprendre à respecter son énergie du moment. Donc, ça se peut que j'ai une grande fatigue, mais que je sois dans ma phase ovulatoire où c'est censé être expansif, où je suis censée avoir plein d'énergie, mais là, ça tire. Ben, à ce moment-là, je vais aller avec un entraînement plus doux. Et quand on comprend aussi, par exemple, nos hormones, ben oui, l'estrogène va favoriser la synthèse des protéines musculaires, des os, mais par contre, la progestérone, elle, va encourager la dégradation des protéines musculaires. Donc, si en phase lutéale, tu vas pas t'entraîner en déchirure de fibres puis en gain de masse. C'est pas ça du tout, mais quand tu commences à comprendre comment t'entraîner selon tes saisons, si bien sûr t'es pas sous anovulant, parce que sous anovulant, t'as pas vraiment de cycle, il n'y a pas d'ovulation. Donc, c'est plus des cycles artificiels, donc tu vas pas tant sentir les changements finalement, mais quand t'es pas sous anovulant, tu peux vraiment te connecter à la nature, ta nature cyclique, puis apprendre « Ah, OK, ben telle phase, OK, je sais que par exemple, comme dans mon cas, les 2 à 3 journées avant mes règles, oh, plus de fatigue. Donc là, je ralentis le rythme. Deuxième journée de mes règles, mon énergie remonte. J'ai des clientes, elles, toutes les règles sont à terre. Par contre, les dernières journées avant les règles, elles vont avoir plus d'énergie. Donc, c'est d'écouter votre nature cyclique à vous. Donc, comment mon corps fonctionne, d'apprendre à connecter avec votre corps, d'écouter les signaux, d'écouter les signes, puis de se dire, on est tellement dans une société très masculine, le fameux 9 à 5, hustle, mais la femme n'est pas comme ça. La femme a une nature cyclique. Donc, juste de s'entraîner dans le respect de son cycle, ça change absolument tout. Ça change tout au niveau de la remise en forme. Et ça fait aussi que tu vas pas t'entraîner. Parce que souvent, ce que je vois chez mes clientes, elles viennent me voir, c'est soit des dirigeantes d'entreprise ou c'est des chefs de famille, elles sont mamans, elles gèrent plein de chapeaux, elles ont aussi leur carrière. Et le soir, qu'est-ce qu'elles font? Elles font se défoncer en spinning ou en crossfit, puis elles sont comme « mais le poids, ça bouge pas, j'arrête pas de prendre du poids, je suis fatiguée, je suis pas bien dans mon corps, je me sens toujours comme ballonnée, comme blah. » Et là, quand je me mets à ajuster l'entraînement, c'est comme « ouais, mais... Je veux perdre du poids, là. Pourquoi tu me mets à faire du yoga restauratif? » Puis finalement, quand elles comprennent, OK, le repos, ça fait que je me repose et là, elles se mettent à rencontrer leurs objectifs. Puis souvent, ça fait des mois et des mois qu'elles essaient d'atteindre des objectifs, puis que ça se passe pas, voire même des années, mais elles me disent, mais voyons donc, c'est la première fois depuis des mois que je réussis à atteindre ces objectifs-là, à atteindre mes objectifs. Alors, le pouvoir de respecter son énergie du moment.
Aussi, super important, ça je l'ai fait au début de mon cheminement et j'en suis très fière, de la psychothérapie. Donc, je suis allée consulter très jeune une psychologue, avant même que je sois diagnostiquée, je pense avec... Non, c'était pas mal en même temps, oui, que j'ai été diagnostiquée, 2011. Et j'avais une amie qui allait voir, qui elle aussi avait eu des traumas d'enfance, puis elle allait voir une psychologue. Et je me suis dit, je pense que j'aimerais ça essayer ça. Tu sais, juste aller voir. J'ai pas grandi dans cette culture-là où les gens parlaient de ce qu'ils vivaient, des traumas. C'était comme un peu plus... j'ai grandi avec une maman qui a été abusée, puis un père qui avait quand même lui aussi subi beaucoup de violence, ce qui le refaisait, comportement qu'il répétait. Et je me suis dit, je pense que je vais aller explorer. Et finalement, j'ai adoré, j'ai eu une psychologue extraordinaire qui m'a vraiment aidée à réaliser tous les traumas que j'avais vécus, parce que souvent, quand tu vis des traumas, tu vas naviguer ou tu vas baigner dans un environnement aussi où les gens autour de toi ont des traumas, puis que c'est normal que ton père te batte. T'es comme, c'est normal. Et j'ai de la chance parce que j'ai eu un père absent, parce que je me disais, avec le niveau de violence, si mon père avait été très présent. Donc, des fois, je me dis, j'ai souvent reproché à mon père d'être absent, puis je suis comme, la vie m'a peut-être protégée à quelque part. Donc, bref, d'aller explorer tout ça en psychothérapie, ça m'a tellement aidée, puis ça m'a aidée à avoir confiance en moi aussi, parce que mes parents avaient jamais été élevés, ils avaient jamais été appris à avoir confiance en eux. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai appris, mais d'aller voir une psychologue qui me permet de me donner des outils pour pallier avec les traumas, qui me permettent d'identifier aussi mes réponses. Ça, c'est une réponse face à un trauma. OK, aïe, je savais pas. Et j'encourage, je pense que ça devrait être une pratique obligatoire pour tous les humains, parce que ça développe vraiment de l'intelligence émotionnelle, d'aller voir psychothérapeute et psychologue pour vraiment aider tout l'aspect mental. Puis je le recommande souvent quand j'ai des clientes qui viennent me voir, qu'elles ont eu des traumas, je les réfère immédiatement en psychologie, parce qu'il faut aller aborder cette sphère-là. C'est super, super, super important. Donc, je ferai ça. Et par après, j'avais envie d'une autre approche. Donc, je suis allée faire ma base en PNL. Puis après ça, je me suis trouvée une coach aussi en PNL. Donc, pour vraiment venir recadrer les croyances limitantes. J'adore la PNL. Je l'utilise si vous faites des méditations avec moi. Ça fait partie de mon univers. Alors, j'adore. Puis ça m'a vraiment aidé à transcender mes limites. Puis encore aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise, que je partage avec mes clientes pour les aider à s'élever, à devenir... D'ailleurs, il y a le programme Aligné qui s'en vient. Il y a tout un programme sur le mindset. Puis comment est-ce qu'avec la PNL, on peut rephraser un petit peu, refaire notre identité, parce que des fois aussi, on s'est tellement défini avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec qui on est, que c'est ça qui nous empêche, qui nous freine vers le changement. Mais on sait très bien que cette vieille version de nous-là, elle supporte pas celle qu'on veut devenir. Donc, super important de venir travailler à recadrer les croyances limitantes, à évaluer aussi est-ce qu'il y a des endroits où on s'auto-sabote, par exemple. Donc, ça ferait définitivement, si j'étais au début de mon cheminement, c'est quelque chose aussi que je garderais. Autre chose aussi, je détoxifierais mon environnement, tant au niveau des produits, des cosmétiques, qu'au niveau aussi des produits d'entretien ménager, par exemple. Le foie, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais eu à gérer autant de toxines qu'aujourd'hui. Et des dizaines de milliers de toxines qui existent, il y a un très faible pourcentage qui est testé pour son innocuité. Ce qui fait que c'est souvent au fil des ans qu'on commence à réaliser, tel produit, c'est potentiellement un perturbateur endocrinien, on va commencer à le retirer. Et la réglementation est pas mondiale, ce qui fait que parfois, il y a des ingrédients qui sont interdits en Europe parce qu'il y a de la littérature scientifique qui soutient que ces produits-là sont dangereux, sont nocifs pour la santé, mais au Canada, aux États-Unis, ce produit-là est encore permis. Donc, c'est super important de commencer à vous éduquer sur, OK, qu'est-ce qui se trouve dans mes produits? Est-ce que ça supporte ma santé ou pas? Et ce qu'on réalise pas aussi, c'est que plus un corps ne va pas bien, moins il en supporte. Donc, c'est sûr que si votre corps vous lance des signaux d'alarme de plus en plus forts, il va de moins en moins en supporter. Alors là, ça devient super important de travailler à détoxifier son environnement, d'aller vers des approches plus naturelles, de privilégier des aliments qui sont libres de pesticides, par exemple. Donc, de venir soutenir notre corps, soutenir les fonctions les fonctions de détoxification de notre corps, parce que tout dans notre corps, on a des émonctoires. Donc, il y a la peau, il y a les intestins, il y a le foie, les reins. C'est des organes qui sont faits pour filtrer le corps. Mais à certains moments, avec la quantité de toxines qu'on a,
Ben, ça se peut que si on prend pas soin de nous, qu'en plus le système nerveux est coincé en mode sympathique, ben ça se peut que ça vienne perturber puis que la charge toxique devienne un petit peu plus élevée que ce que le corps peut gérer. Donc, on travaille vraiment à ce niveau-là. Donc, ça, je l'ai fait assez tôt dans mon cheminement et ça a eu de très, très beaux résultats. Donc, de venir supporter nos fonctions de détoxification de notre corps. Et enfin, j'adopterais vraiment de saines habitudes de vie pour venir supporter tout ça. Donc, routine de sommeil. J'étais une fille qui, ben, c'était selon en fait les affectations que j'avais. Donc, si j'étais sur un concert, ben ça se peut que je rentre à minuit. Minuit, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert? Le McDo au coin. Alors, tu te ramasses un McDo, tu vas te coucher, là, tu te réveilles super tôt parce que tu as une conférence de presse le lendemain, tu manges jamais à des heures régulières. C'était complètement, j'avais un horaire vraiment anarchique, je me couchais super tard et je me levais, quand je pouvais, je me levais tard, sinon, ben c'est toujours le sommeil qui était sacrifié. J'étais là-dessus aussi en surentraînement parce que je m'entraînais 5 jours semaine avec le même programme qui était pas du tout adapté pour moi, pour ma réalité. Donc, ce qui fait que je me suis blessée. J'ai même déjà fait un burn-out physique parce que mon corps ne pouvait pas tolérer l'entraînement qui m'avait été donné par une entraîneur. Mais je savais pas mieux à cette époque-là. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner selon mes saisons, selon mon cycle, avec des entraînements à faible impact, comme le yoga, le pilates, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé, puis aujourd'hui, je suis heureuse de la silhouette que j'ai. J'aime le reflet que j'ai dans le miroir, qui est le reflet aussi d'à quel point je prends soin de mon corps. Donc, c'est ça que je veux vous amener à prendre conscience, c'est le pouvoir des habitudes de vie. Donc, oui, la routine de sommeil, l'alimentation 80-20. Donc, 80% de votre panier d'épicerie, ça devrait être des aliments qui n'ont pas besoin d'étiquette. Des fruits, des légumes, des œufs, viande, poisson. Ça devrait être ça. Puis un 20% le moins transformé possible. Donc, par exemple, vous pouvez acheter de la farine, mais vous allez cuisiner, par exemple, vos biscuits et tout. Vous allez contrôler la qualité des ingrédients, puis surtout, ils n'auront pas d'additifs parce que les additifs alimentaires, ça peut aussi être des perturbateurs endocriniens. Je ferai aussi dans les habitudes de vie du journaling, ce que j'ai fait encore tous les jours et mon journal de gratitude. Je ne vais pas au lit sans avoir couché mes gratitudes sur papier. Ça, c'est un non négociable à tous les soirs. Il y a des journées où c'est challengeant en trouver 3, puis il y a des journées où je pourrais écrire des pages et des pages. Mais il y a toujours un moment où j'ai une gratitude, puis des fois, c'est aussi banal que je vais souvent marcher en nature au petit parc près de chez moi. Puis, avec le contexte économique du moment, il y a des gens qui ont élu domicile dans le parc et qui vivent dans des tentes qui sont un petit peu pour se garder au chaud. Donc, c'était une journée moins 30 degrés avec le facteur de refroidissement éolien. Et je voyais ces gens-là à essayer de se réchauffer sur le bord d'un feu, à vivre dans des abris de fortune. Et la première chose que j'ai couchée sur papier le soir, c'est j'ai de la gratitude d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir les moyens de payer mon loyer, littéralement. Et ça peut être tellement des fois, on cherche à être dans la gratitude de grandes choses, mais la gratitude, c'est de s'entraîner à la trouver dans les petites choses. Et croyez-moi, c'est comme un muscle, plus vous l'entraînez à repérer la gratitude dans les petites choses, les grandes choses deviennent des célébrations démesurées. Les gens me disent, mais tu t'es tellement... J'ai un professeur qui me dit, je l'aime tellement la France, elle est toujours souriante. Puis, ben, j'ai de la chance d'avoir les moyens, de m'être donné les moyens, en fait, de retourner à l'école malgré la maladie, malgré le brouillard mental qui peut venir avec Hashimoto. Il y a une partie de moi, longtemps, je me disais, mais je pourrais pas retourner aux études, j'ai de la misère à me lever le matin, je suis fatiguée. Et tranquillement, en réalignant tout mon mode de vie, ben c'est là que j'ai fait, OK, je peux retourner sur les bancs d'école. Alors, c'est un beau privilège de me dire, je peux aller étudier. Il y a des femmes dans le monde qui ont même pas le privilège d'aller étudier. Alors, je suis juste heureuse d'être là. Je suis tannée, là, on s'entend. Ça fait 5 ans que je fais aux études en ostéopathie, j'achève, mais je me présente avec le sourire, puis j'ai toujours... Tu sais, les gens vont oublier ce que tu dis, vont oublier ce que tu fais, mais il y a une chose, ils oublieront jamais comment tu les as fait sentir. Alors, j'essaie toujours de laisser les gens partir, mais plus heureux que quand ils sont rentrés. Donc, juste de leur offrir un sourire, de les encourager, de les complimenter, ça fait partie de ma nature. Puis, d'élever quelqu'un d'autre, ça nous élève aussi tellement. Je sais, des fois, il y a des gens, surtout sur les réseaux sociaux, là, si vous êtes sur les réseaux, vous savez à quel point il y a de la haine, et je me dis,
mais à quel point il faut que tu sois malheureux pour vouloir diminuer l'autre, puis que tu te sentes en dessous de lui pour vouloir le diminuer à ta hauteur. Moi, si je vois quelqu'un que j'ai l'impression qu'il est au-dessus de moi, je suis comme, comment elle a fait? C'est quoi son truc? Je veux tout savoir de sa vie. Je veux me rendre là, moi aussi. Tu sais, je le vois comme une inspiration puis comme une invitation à m'élever. Alors, c'est ce que j'essaie de faire avec vous chez Namasté Coco Latte. J'espère que ça réussit, que ça vous aide. Alors ça, c'est ce que je ferais si j'étais au début de mon cheminement et ça peut sembler beaucoup, mais soyez rassurés. On y va étape par étape, puis on y va selon, tu sais, ça se peut qu'il y ait des choses que vous dites, ah, ben j'ai déjà fait de la thérapie, ok, check, on va aborder autre chose, ok, ben mon mode de vie est quand même pas pire sain, ok, et tranquillement, on bâtit à travers tout ça, mais la priorité, je vous dis, pour 99,9% de mes clientes, c'est la régulation du système nerveux. Ça change absolument tout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai lancé le programme Aligné. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur 8 semaines, pendant 8 semaines. Et vous n'avez pas idée à quel point 8 semaines, ça peut transformer votre vie. On a testé les modules sur des formules de 4 semaines et en 4 semaines, c'est fou. Je pense à une de nos clientes, Karine, qui arrivait périménopause, ça va pas, elle a des migraines, elle sait plus quoi faire, elle est comme ma flore est débalancée, j'ai une bedaine de cortisol, je fais des crises d'anxiété, je sais plus quoi faire, puis elle a passé à travers, en fait, elle a fait un premier programme, puis elle a tellement trippé qu'elle a embarqué dans le deuxième programme, puis elle est comme, j'ai plus de migraine, j'ai plus de chaleur, j'ai évité une crise d'anxiété pour la première fois de ma vie, ce que j'ai jamais réussi à faire, je l'ai senti monter, j'ai utilisé les trucs de neurohacking, ça a arrêté là. Puis elle disait, enfin, tu sais, je commence à avoir ma bedaine de cortisol diminuée, je me sens moins enflée. J'en ai d'autres aussi. Je pense à Catherine qui me disait, j'ai jamais porté de robe moulante depuis mon adolescence parce que j'avais toujours comme un ventre de femme enceinte un peu ballonné. Et je me dis, wow, elle dit, c'est la première fois de ma vie que je porte une robe moulante. Et c'est de voir ces transformations-là, c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, ça m'allume tellement de dire, parce qu'au début, quand j'ai fait tout ce cheminement-là, puis que je me suis mise à étudier, je me disais, ben ça fonctionne sur moi, mais est-ce que ça peut fonctionner sur les autres femmes ou je suis juste comme un cas unique? Et là, j'ai commencé à appliquer mes méthodes, la méthode que j'appelle Namasté Coco Latte chez les femmes. Puis la méthode Namasté Coco Latte, c'est quoi? Tu sais, vous savez, Namasté, on est dans le calme, dans le yoga, dans la régulation du système nerveux, puis Coco Latte, ben ça, on vient supporter un haut niveau d'énergie. Parce que des fois, la vie exige que, surtout l'ère actuelle, ben que des fois, la vie va vite. Mais d'avoir l'énergie de supporter, d'avoir plus de résilience face au stress, fait que c'est un peu comme les deux finalement, les deux pendants qui se complètent super bien. Donc, d'appliquer tout ça dans votre vie, de comprendre que la vie, c'est un équilibre et que l'équilibre, il est dynamique, c'est un plaisir. Puis de voir les transformations qui s'opèrent chez les femmes, c'est absolument extraordinaire. Donc, d'avoir testé ça sur mes clientes en privé, puis là, de me dire, OK, en privé, c'est le fun, mais tu sais, c'est un processus sur souvent 6 mois et plus. Donc, est-ce que je peux réduire ce processus-là plus court, mais arriver au même résultat? Et c'est là que j'ai dit, OK, ben des programmes en ligne, j'ai la chance d'en donner beaucoup plus que si j'étais dans une séance juste d'une heure avec une cliente. Et la cliente peut venir choisir les outils qu'elle aime, puis après ça, les implanter. Puis quand l'outil est bien implanté, ben j'aurais besoin d'un autre outil, elle revient dans le programme parce que vous avez accès au programme à vie. Et là, les transformations, les reviews qu'on a eues, j'étais comme, oh my God, je tiens quelque chose. Et c'est tellement un plaisir. C'est ça, c'est vraiment ma mission de vie d'aider les femmes à rayonner. Puis je le répète souvent, mais une femme qui rayonne, ben toute personne en fait qui rayonne va tellement venir impacter tout le monde autour d'elle. Donc pas juste elle, mais sa famille et tout. Puis on fait tellement souvent en tant que femme, il y a quelque chose de nourricier dans l'énergie féminine, fait qu'on a tellement toujours le regard porté vers les autres. On va aider les autres d'abord et avant tout, mais de s'aider soi d'abord et avant tout, de se mettre en priorité. Ça fait qu'après ça, quand notre enfant, par exemple, notre conjoint ou une personne autour de nous, ben, demande d'être un peu la priorité dans notre vie, ben, on sait qu'on a pris soin de nous, qu'on a rempli notre coupe d'abord. On peut verser, on peut en donner un petit peu. Parce qu'on peut pas allumer une chandelle si notre propre flamme est éteinte. Ça, c'est évident. Donc, commencer par entretenir sa flamme, de retrouver ce sentiment de sécurité-là avec son corps, d'apprendre à se connecter puis à peaufiner cette connexion-là. Ça change tellement tout. Et quand il y a un sentiment de sécurité dans le corps, que le système nerveux s'apaise, là, on entre vraiment dans une portion super cool de notre vie parce que là, on n'est plus en mode survie, on est en mode création. Et c'est là que littéralement, on crée sa vie de rêve. Alors, 8 semaines, c'est fou ce que ça peut faire. Donc, je vous laisse les détails tout en bas. Si vous hésitez, vous pouvez booker un appel Fit Parfait avec moi, un appel d'une 20aine de minutes. On vérifie
si c'est pour vous ou pas. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.